Salut tout le monde, bienvenue encore une fois à un autre épisode du Rapport Boivin, édition du 2 novembre 2017, jeudi en après-midi qu'on enregistre dans les studios de la TVC Basse-Lièvre et diffusé par la suite sur TVC Basse-Lièvre, mais aussi sur le grand réseau MaTV. Ça barde dans l'actualité, comme vous ne pouvez pas savoir. Maintenant, ceci étant dit, je dois faire quand même une petite récapitulation très rapide de la campagne électorale municipale, parce qu'on s'y est beaucoup attardé dans les premiers chapitres de la deuxième saison. Sauf que quand vous allez... Moi, j'enregistre ça avant le vote. J'enregistre le jeudi après-midi 2 novembre, je vous l'ai déjà dit. Puis, le résultat sera connu le soir du 5 novembre. N'oubliez pas d'aller voter. C'est la journée Guy Fawkes, 5 novembre. Remember, the 5th of November. Alors, de grâce, si vous voulez pouvoir chialer, allez voter, ou j'espère que vous avez été voté. Parce que quand vous allez m'écouter, si vous n'êtes pas mêlé par maintenant, vous allez l'être dans 2 secondes, vous allez me voir en première diffusion lundi le 6 novembre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser pour moi-même, ça sera là pour la postérité, fait que vous pourrez me rire dans le visage. Je vais essayer de faire des suppositions, je vais essayer de faire des prévisions. On a droit à des sondages dans le courant des campagnes électorales. Bien là, ce ne sera pas un sondage, c'est comme une conclusion. Ce que je ressens, de ce que j'ai pu percevoir, ça aurait été une campagne, je dirais pas terne, elle a passé quand même relativement vite, mais il était temps qu'elle finisse parce que vers les derniers jours de la campagne, là, ça commençait à être un peu machinal. On avait des sorties de Sylvie Gonneau avec des choses qu'on ne sait pas trop si c'est faisable ou pas. Elle avait parlé de 2 ponts, en tout cas plein de choses. Même si ça nous a impressionné au niveau de sa campagne, son dynamisme, sa façon de contrer puis de taper un petit peu sur le clou de Denis Tassé. Denis Tassé qui a désappointé plusieurs personnes au niveau de sa campagne. On verra comment ça s'inscrira dans ses résultats, mais qui a passé une grande partie de sa campagne, non pas à se présenter ou présenter sa plateforme électorale parce qu'il s'est fait comme un peu arrêter parce que, comme disait Sylvie Gonneau, il n'avait pas l'air de comprendre son propre plan financier. Mais ceci étant, il a passé une bonne partie de la campagne à attaquer le maire qui était Maxime Pedneau-Jobin, qui était en réélection. Alors, il était temps que ça finisse. On a eu l'histoire de Patrick Doyon, qui était un candidat dans le plateau et qui, j'avais même annoncé, moi c'était ma première prédiction que j'avais faite dans le cadre de l'émission Rendez-vous politique sur les ondes du 104.7 le mercredi avec Roch Cholette, où je pense que la première rencontre qu'on avait eue à la radio, j'avais prédit sa victoire dans le plateau. Maude Marquis-Bissonnette a très bien performé dans le débat qui avait eu lieu aussi sur les ondes du 104.7 contre Patrick Doyon, mais sauf que l'organisation en place de Maxime Tremblay, l'ancien conseiller, faisait en sorte que c'était un peu difficile, la pente était un peu difficile, même si c'était regrettable qu'un des deux perde. Mais coup de théâtre, il y a eu certaines accusations anonymes qui sont sortis à travers Radio-Canada concernant Patrick Doyon et il a fait, d'après moi, la chose à faire. Il s'est retiré pour ne pas passer les prochaines années de sa vie, même s'il se faisait élire, à se défendre sur la place publique sur ses allégués. Alors, ça a donné une première victoire à Action Gatineau. Maintenant, est-ce que ça sera la seule? C'est la vraie question, parce que pour certaines personnes, la question du bulletin de vote, c'est est-ce qu'on vote pour un parti politique? Parce qu'on sait que le maire Pedneau-Jobin espérait, en tout cas, c'était un cri du cœur qu'il avait envoyé dans la population, espérait une majorité de ses candidats, qu'une majorité de ses candidats soient élus aussi en même temps que lui pour qu'il puisse faire avancer la plus grande partie de son programme électoral. Alors, on va voir si la population de Gatineau l'aura écouté. La prédiction que je vous fais en ce jeudi 2 novembre. Alors, on saura lundi, lorsqu'on regardera l'émission, si j'étais dans le champ gauche. Alors, moi, je prédis qu'il y aura une majorité tout juste. Je prédis que très raisonnablement, le maire Maxime Pedneau-Jobin, à cause du travail de terrain, de la qualité de certains de ses candidats, va réussir à aller chercher 9 élus d'Action Gatineau à travers les différents districts.
Je n'ai pas assez le temps là, de commencer à les prendre un par un, mais et selon mes calculs, ça pourrait même aller, il y a des districts où c'est difficile pour moi de prédire parce que la qualité et de l'indépendant principal dans le district et d'Action Gatineau fait en sorte que c'est très difficile. Ça va dépendre de l'organisation terrain. Donc, ça pourrait aller même jusqu'à 11 élus d'Action Gatineau, comme ça peut aller à 0 ou juste à Maude Marquis-Bissonnette. Mais moi, je vous prédis une majorité d'Action Gatineau en plus du maire. Je pense que le maire Penneau-Jobin sera réélu et on verra si je me suis trompée. La semaine prochaine, je saurai faire mon mea culpa en conséquence. Du côté de l'Ange gardien, ben, je m'attends, selon les échos que j'en reçois, je pense que Marc-Louis XVI sera le nouveau maire dans l'Ange gardien, mais ça aussi, on verra si j'ai raison ou pas. Mais l'important, j'espère que le taux de participation va être plus grand que 41 dans Gatineau, à tout le moins. Mais la grosse nouvelle de la semaine, puis je vais quand même passer un certain temps à en traiter avec vous parce qu'on entend tellement de choses, c'est ce fameux dossier de l'UPAC. Vous le savez, à ma dernière émission, je vous avais parlé de l'arrestation de Guy Ouellet. Guy Ouellet, un ancien de la Sûreté du Québec, avec une belle réputation au niveau de probité, qui est allé travailler des dossiers contre les groupes de motards. Et c'est pour ça que le Parti libéral du Québec, à l'époque, sous Jean Charest, avait été le chercher d'ailleurs. Et Guy Ouellet, arrêté par l'UPAC, l'unité permanente anticorruption. On sait que Robert Lafrenière, commissaire à l'UPAC, et M. Ouellet, député de Chomédé, ne sont pas nécessairement de grands amis. Il y a eu plein de choses qui ont circulé à droite et à gauche. On ne savait pas trop ce qui se passait dans ce dossier-là. Et finalement, coup de théâtre, mardi, on a, entre-temps, petite parenthèse, il y a Annie Trudel, celle qui avait été en commission parler de ce qui se passait tout croche dans le ministère des Transports, un peu genre lanceur d'alerte, là, si vous voulez. Alors, ce sont des gens, et Guy Ouellet et Annie Trudel, qui semblent déranger un peu certaines institutions. Maintenant, ces deux-là, surtout Annie Trudel, parlait de coups montés, parlait de filature. On en a entendu de toutes les sortes. Un moment donné, ils ont dit qu'ils étaient filés par des agents. Ils étaient convaincus que c'était par l'UPAC, se sont réfugiés dans les locaux de Cogeco à Montréal. En tout cas, ça a été quelque chose. Et évidemment, Guy Ouellet s'est retiré du caucus du Parti libéral du Québec, le temps de voir à ses affaires d'arrestation et autres. C'est pas rien, là, une arrestation d'un député en fonction. Depuis l'histoire de la politique au Québec, je pense que c'était une première. En tout cas, je ne me rappelle pas de mon vivant là, d'avoir vu ça. Mardi, M. Ouellet a obtenu, en vertu de l'article 71 du règlement de l'Assemblée nationale, le droit de pouvoir s'exprimer à l'Assemblée nationale au Salon Bleu, là où il y a la période des questions, puis des grands débats, etc. Le droit de pouvoir s'exprimer. On avait bien hâte d'entendre ce qu'il y aurait à dire parce qu'il faut comprendre que quand on fait une déclaration à l'intérieur des murs de l'Assemblée nationale ou de la Chambre des communes à Ottawa, on est protégé par ce qu'on appelle un privilège parlementaire. Tu peux traiter quelqu'un d'à peu près n'importe quoi, sauf probablement de girouette, là, ça avait été déclaré antiparlementaire. Tu peux dire qu'il y a eu une fraude en quelque part, tu peux nommer une compagnie, tu peux faire et on ne peut pas te poursuivre en dommages et intérêts pour atteinte à la réputation quand tu parles à l'intérieur des murs de l'Assemblée nationale. Alors, on avait beaucoup d'espoir de comprendre un peu ce qui s'était passé, d'avoir des faits qui nous soient donnés, parce que là, c'est l'imagination débordante de tout le monde. Là, on s'imaginait toutes sortes de choses. Moi, comme tout le monde, hein, alors j'avais bien hâte d'entendre Guy Ouellet. Avant que Guy Ouellet s'exprime, le président de la Chambre, M. Jacques Chagnon, s'est levé, fait un vibrant plaidoyer pour remettre
à l'avant-scène, toute la notion justement de privilège, de façon à ce qu'on puisse protéger la démocratie ici au Québec, l'exercice des droits démocratiques, justice sociale, en tout cas, à peu près tout ce qui est protégé par la Charte. A parlé de... on accuse ou on s'excuse en parlant de Guy Ouellet et en parlant de l'UPAC vis-à-vis Guy Ouellet. Et ça mettait un peu la table. Il a reçu une innovation monstre à ce niveau-là. Moi-même, j'écoutais tout ça là, de façon passionnée dans mon salon, puis je me disais « Oh, wow! » Et là, Guy Ouellet s'est levé, à mon point de vue, a fait une déclaration assez fade, qui brillait par l'absence de faits, de détails. On n'en savait pas plus. C'était des grandes phrases genre « Je suis l'objet d'attaques gratuites ». En tout cas, n'importe, c'était des affaires très générales. Et la même journée, l'UPAC avait annoncé qu'il serait en conférence de presse à 4h30, donc mardi toujours, le 31 jour d'Halloween. C'était vraiment l'histoire d'horreur au Québec mardi. Et l'UPAC est sorti et était présent Robert Lafrenière, le grand commissaire de l'UPAC, et il y avait aussi le commissaire aux opérations, M. Boulanger, et le commissaire associé au niveau des vérifications, ce qu'on appelle vérification intégrité reliée à l'autorité des marchés financiers, parce qu'il y avait eu des allégués par Annie Trudel qu'il y avait de la connivence, de la collusion entre l'UPAC, cette branche de l'UPAC et l'AMF pour forcer les compagnies qui veulent faire affaire avec Québec à se faire vérifier leur intégrité de façon à ce qu'ils rencontrent les critères recherchés par l'AMF et le gouvernement du Québec en forçant certaines compagnies. Alors, ça laissait encore une fois croire certaines choses. Ils ont nié en bloc, ils ont apporté beaucoup d'informations contradictoires avec celles qu'on a entendues sur le terrain provenant soit d'Annie Trudel ou de Guy Ouellet. Enfin bref, suffisamment de façon à ce qu'à la fin de la journée, moi, je vais vous dire bien honnêtement, qui dit vrai. Je sais qu'il y a un menteur en quelque part parce que les versions sont trop contradictoires. Donc, il y en a un qui a raison, puis il y en a un qui a tort. Lequel, je ne le sais pas. Il y en a qui disent que tout ça ne sert qu'une seule chose, parce qu'il faut se rappeler que toute cette histoire-là fait suite à l'opération Mâchuré, qui est l'opération qui avait été dévoilée, puis c'est pour ça qu'il y a eu les histoires avec Guy Ouellet, c'est qu'il y aurait eu du coulage provenant de l'intérieur de l'UPAC et que ça aurait été envoyé à M. Ouellet concernant le fait qu'il y avait l'ancien premier ministre Jean Charest et le grand argentier du Parti libéral du Québec qui étaient sous enquête. Et ça, évidemment, ça fait sauter les plombs du commissaire Lafrenière parce que ça peut faire dérailler toute une enquête. Alors, dans ce contexte-là, il faudra évidemment suivre ce qui va se passer. C'est pas demain la veille que ça va se terminer et il y aura bien d'autres dossiers à venir, bien d'autres faits à venir. On doit faire une pause et on revient tout de suite après la pause. Oui à un débat respectueux. Moi, je dis non au racisme et à la francophobie. Vivre en français, un droit fondamental. Travailler en français, un droit à respecter. Moi, je dis non à la francophobie. Un message du mouvement Impératif français. On courtille? Oui. La philosophie des employeurs, c'est l'entraide. C'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Oui. Les emplois de guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les emplois de guerre supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. Chaque pays a sa langue. Ici, on travaille en français. Ici, on vit en français. Parlez-nous en français. Notre fierté, le français. Un message d'Impératif français. Et on est de retour, rapport Boivin. Je vous parlais de l'UPAC avec Guy Ouellet. Ça m'a pris une pause parce que ça défile. Puis
comme moi, vous voyez tellement de faits dans tout ça. Il y a eu aussi Pierre Moreau, le député libéral, qui s'est un petit peu offusqué des propos tenus par le président de l'Assemblée nationale. Et moi, je vais vous dire, je tends à partager son opinion sur la base qu'il n'appartient pas à l'UPAC d'accuser. L'UPAC n'autorisera aucune des poursuites criminelles qui seront entreprises. L'UPAC, comme le commissaire Lafrenière le dit, et M. Boulanger, le commissaire associé aux opérations, toutes les étapes, les perquisitions qui ont eu lieu chez M. Ouellette ont été faits avec des autorisations de la Cour, avec le DPCP, donc la Direction des poursuites pénales et pénales. Et donc, c'est pas quelque chose qui sont partis en l'air parce qu'on parle beaucoup, on a l'impression qu'il y a une conspiration contre M. Ouellette et Mme Trudel. On ne sait pas s'il y en a une, il y en a peut-être une, mais selon les dires des gens de l'UPAC, les choses, ils le font vraiment by the book. Alors, ce que M. Moreau disait, c'est « Hey, il faut arrêter d'applaudir Jacques Chagnon comme s'il a fait le discours de sa vie. Il est le président, il est l'arbitre des débats. C'est pas sa job de commencer à faire des discours politiques puis de dire à un organisme comme l'UPAC, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. » Je comprends qu'ils veuillent protéger l'intégrité des députés, mais entre vous autres et moi, j'ai été moi-même député. Un député n'est pas au-dessus des lois, pas au-dessus du code criminel, ne peut pas commencer à frauder, agresser, voler, et ainsi de suite, puis se réfugier derrière son privilège. C'est pas de même que ça marche. Alors, ils ont saisi, puis c'est dans le cadre des saisies qu'ils ont fait chez lui que, suite aux réponses, selon ce que M. Boulanger disait, selon des réponses qu'ils ont reçues, certains des propos tenus par M. Ouellette, qu'ils ont décidé de procéder à son arrestation. Il a pu contacter un avocat, il a pu contacter quelqu'un à l'Assemblée nationale pour expliquer qu'il était détenu, etc., et qu'il serait de retour un jour. Alors, tout ça reste à voir. Comme je le disais, certains disent que les seuls gagnants de tous ces événements-là, ce sont les véritables cibles de l'enquête, de l'opération Mâchuré, parce que certains, si j'étais un avocat de la défense, mettons que mon client, un des protagonistes, je ne peux pas dire c'est M. Charret, M. Bibeau, on ne le sait pas encore, on ne sait pas qui était pour être accusé, si accusé il y aura, même si le commissaire Lafrenière a de l'air convaincu qu'il y en aura des accusations, peut-être parce qu'il sait des choses de la part du DPCP qu'on ne sait pas, mais ceci étant, ça va donner du jus à la défense de peut-être faire sauter ce type d'enquête parce que ça aura été un petit peu, comment je pourrais dire, corrompu, pas dans le sens de corruption au sens du code criminel, mais que ça aurait été teinté au niveau de la fabrication ou du montage de la preuve. Alors, c'est à suivre. En même temps qu'on vit tout ça à Gatineau, puis dans la région de l'Outaouais, Val-des-Monts, entre autres, il y a eu des endroits où c'était particulièrement touché au Québec, oui, mais surtout ici en Outaouais et encore à Gatineau, il y a des gens qui se sont levés, réveillés un matin avec, encore une fois, des inondations. C'était comme si c'était le jour de la marmotte. On revivait ce qui s'était passé au printemps. Heureusement, il a fait beau le lendemain, puis on a pu assécher tout ça, mais ça a dû être assez hallucinant pour ceux qui avaient déjà vécu les inondations du printemps de se réveiller après des précipitations presque records. On parlait de 100 mm, je pense, dont une majorité là, qui sont tombées dans la nuit de, si ma mémoire est bonne, il me semble de dimanche à lundi. Enfin bref, je vous souhaite bonne chance, les inondés. Encore une fois, j'espère que vous en tirez pas trop pire. Un autre qui est un peu dans la merde, mais ça ne surprend personne, c'est Donald Trump. Vous allez me dire, pas tout à fait. Il y a eu finalement l'enquêteur spécial qui est chargé de faire la lumière sur l'ingérence des Russes dans les élections américaines de 2016. M. Mueller a finalement procédé à l'arrestation de 3 individus, dont les 3, excusez-moi, les 3 qui sont reliés à différents niveaux à Donald Trump. Monsieur Paul Manafort et son associé Richard Gates se sont retrouvés avec 12 chefs de complot, blanchiment, fausses déclarations. Ils ont caché de l'argent à l'étranger. En tout cas, bref, la seule chose qui semble permettre à Donald Trump de se sentir, de se lever au-dessus de cette mêlée-là, c'est que ces 2 individus, Manafort et Richard Gates,
c'est des événements qui se seraient déroulés avant la campagne électorale de Donald Trump. Malgré que quand on lit les actes d'accusation, il y a des périodes qui sont assez proches, mais ce n'est pas des gestes qui sont nécessairement reliés ou qu'on est capable directement de voir un lien avec la campagne électorale de Trump. N'empêche que, comme dirait ma mère, dis-moi avec qui tu te tiens et je vais te dire à quoi tu ressembles. Alors, il y aura certainement, mettons qu'il va vouloir mettre un peu de distance. L'arrestation qui va probablement lui faire plus mal, c'est celle de George Papadopoulos. C'est un jeune en bas de 30 ans qui était pas mal chargé de ses politiques étrangères à Donald Trump au sein de sa campagne. Et qui dit campagne politique étrangère parle de politique et de campagne électorale, les liens avec la Russie. Et ce qui est le plus inquiétant encore pour Donald Trump, c'est que M. Papadopoulos a plaidé coupable, a fait probablement des ententes avec le FBI, sera peut-être une source en retour d'une sentence un peu moindre, si on peut l'exprimer ainsi, sera peut-être l'épine dans le talon de du président des États-Unis. On va suivre les événements, mais quand on voit sur Twitter ceux qui le suivent, Donald Trump voit qu'il est déjà en train de faire une opération relations publiques, se distancier de Papadopoulos, le traite d'imbécile, de pas trop stable, de ci et de ça, parce que auprès de sa base qui boit comme du Kool-Aid tout ce que Donald Trump dit, il veut pouvoir dire à ces gens-là, vous voyez, c'est encore les méchants libéraux, démocrates, socialistes qui s'en prennent à moi. Et puis cet écœurant-là de Papadopoulos, mais qui n'était pas écœurant dans le temps qu'il s'occupait de ses affaires étrangères à Donald Trump, mais là, il l'est. C'est un vendu à ces gens-là, puis c'est fait juste pour me nuire, pauvre de moi. Et en même temps que Donald Trump a traité de tout ça, il y a un événement absolument dramatique qui se produit à New York cette semaine, avant le 2 novembre, je vous le répète, et c'est une espèce de cinglé. Maintenant, sa motivation, selon les corps policiers, semble dire que c'était un vendu influencé par l'État islamique. Donc, ça aurait toutes les apparences d'un geste de terrorisme, a foncé dans des piétons. On parle de 8 morts, d'une douzaine de blessés. Sayfullo Saipov, je pense qu'il vient de la Russie, était aux États-Unis, mais se serait radicalisé aux États-Unis. Évidemment que ça fait aller la trappe à Donald Trump qui parle maintenant déjà qu'il complique la vie des gens qui veulent immigrer aux États-Unis, mais là parle d'y aller au mérite. Et seulement selon les besoins, puis sert de nous au Canada. Je vous ferai grâce de vous parler comment est-ce qu'on laisse rentrer à peu près n'importe qui au Canada, mais semble-t-il que pour Donald Trump, on est un modèle à suivre. Alors, peut-être que les Américains auront des petites surprises à ce niveau-là. Mais c'est un autre épisode malheureux où des innocents qui étaient tout simplement en train de marcher parce qu'ils étaient allés sur une piste cyclable, piste de piétons, et tout simplement rentrer dans les gens. Il faut être méchamment siphonné et vraiment, là, puis de se mettre sous le couvert d'une religion, une prétendue religion, pour pas poser des gestes comme ça. Moi, j'en reviens tout simplement pas. Et la meilleure, c'est Donald Trump qui a décidé, lui, dans la nuit de mercredi à jeudi, 1er novembre à maintenant, d'espérer la peine de mort pour l'individu. Vous allez me dire, « Hey, je suis d'accord avec lui, moi aussi, je la veux, la peine de mort. » Dans l'État de New York, il n'y en a pas de peine de mort. Peut-être, par contre, dépendamment des infractions ou des crimes qu'on va lui reprocher, si on y va au niveau fédéral, peut-être parce que là, la peine de mort existe, mais mettons que c'était peut-être pas la meilleure déclaration du président des États-Unis. De la même façon qu'on ne veut pas que le policier s'implique dans le politique puis le judiciaire ne doivent pas commencer à dire à l'autre qu'est-ce qu'il devrait faire. C'est pas de même que la séparation des pouvoirs qu'une démocratie s'exerce. Là, il tempère un petit peu là, dans ses derniers tweets depuis, mais disons que c'était pas celle-là non plus une de ses déclarations les plus géniales. Ici, la semaine dernière, on avait appris que le projet de loi
privé de François Choquette, député néo-démocrate, qui a pris la relève d'Yvon Godin, l'ancien député du Nouveau-Brunswick. Les gens connaissent bien Yvon. C'était un député, même s'il était tout le temps avec un parti qui n'avait pas beaucoup de députés en Chambre, il faisait du bruit. Comme quoi, tu n'as pas besoin d'être ministre pour brasser des choses, pour faire bouger des choses. Et Yvon tentait depuis des années avec le nouveau Parti démocratique et avec l'appui des libéraux en passant, quand c'était les conservateurs qui étaient au pouvoir, tentait d'obtenir, de faire en sorte que les juges de la Cour suprême du Canada, ça soit obligatoire qu'ils soient bilingues. Bilingues dans le sens de pouvoir bien comprendre quand quelqu'un plaide dans une autre langue que la leur, soit le français ou l'anglais. Principe avec lequel je suis en accord. Moi-même, j'ai plaidé 2 fois devant la Cour suprême du Canada. Et quand on sait qu'on a un très court laps de temps pour les convaincre, et bien souvent, ces juges-là sont neufs, ont déjà leur idée faite, ils connaissent presque le dossier mieux que toi, ils ont tout lu ce qu'on leur a déposé, ils peuvent te citer une page X et vraiment te faire patiner. Donc, il faut que tu connaisses ton dossier de A à Z, que tu sois capable de transmettre toute ta logique juridique en arrière de tout ça. Alors, de faire ça quand c'est un interprète qui fait simplement dire dans l'autre langue ce que tu es en train de dire, qui ne met pas la même intonation. Imaginez si je vous faisais une émission... Voici ce qui s'est passé cette semaine. À un moment donné, vous diriez, franchement, alors c'est pas avec ça que tu convaincs 9 juges de la Cour suprême du Canada. Alors, il me semble que c'est un must dans un pays comme le Canada qui se prétend un pays bilingue. Alors, Yvon Godin ayant pris sa retraite, puis comme les conservateurs battaient toujours le projet de loi de mon ami Yvon, c'est François Choquette qui a repris le dossier et ça a été présenté pour vote. On a su que ça a été battu par les libéraux et quelques conservateurs ici et là. Mais ceci étant, on cherchait encore à savoir comment nos députés de la région avaient voté. Bien là, je vais vous le dire, je suis vraiment pas fière d'eux autres et ils ont, si vous les croisez dans des activités, de grâce, confrontez-les avec ça. Monsieur Lauzon, Stéphane Lauzon, qui est député d'Argenteuil, Petite-Nation, a voté contre, imaginez, le bilinguisme des juges à la Cour suprême du Canada, un francophone. Monsieur Will Amos, qui est député de Pontiac, a voté contre le bilinguisme des juges à la Cour suprême du Canada. Et la meilleure, les députés Steve McKinnon de Gatineau et Greg Fergus, eux autres n'ont même pas eu le courage de se montrer la face pour voter à ce niveau-là. Est-ce que c'est parce que, dans le cas de M. McKinnon, il est secrétaire parlementaire, et bien que c'est un vote libre, bien souvent, les ministres, eux, sont obligés de voter comme le gouvernement, et le gouvernement de Justin Trudeau ne veut pas le bilinguisme au niveau des juges de la Cour suprême du Canada. Ce même premier ministre qui nous a dit, parce qu'on est en 2015, vous vous rappelez de celle-là, pour avoir un cabinet égal femmes, bien, le Canada vient de reculer en termes d'égalité. Pas fier de ça. N'oubliez pas, c'est le jour du souvenir, Boivin dit plus rien.